Chapitre 3 Invasion blanche. Chapitre 4 Afrabi et les Sémites noirs. Tiré du livre Black Arabia et The African Origin of Islam du docteur Wesley Mohammed. Chapitre 3 Invasion blanche. D'où vient l'arabe blanc? Bertrand Thomas, historien et ancien Premier ministre de Mascate et d'Oman, rapporte: les habitants originels de l'Arabie n'étaient pas les Arabes familiers de notre époque, mais un peuple beaucoup plus sombre, une ceinture proto-négroïde de l'humanité s'étendait à travers le monde antique, de l'Afrique jusqu'à la Malaisie. Cette ceinture donna naissance au peuple hamite d'Afrique, au peuple dravidien de l'Inde et à un peuple sombre intermédiaire habitant la péninsule arabique. Au cours du temps, deux grandes migrations de peuples à la peau claire arrivèrent du nord afin de percer et de transformer la ceinture sombre de l'humanité au-delà de l'Inde et de former un coin entre l'Inde et l'Afrique. Les envahisseurs plus vigoureux vainquirent les peuples à la peau sombre, absorbant la plupart d'entre eux et repoussant les autres vers le sud. La condition culturelle des nouveaux venus est inconnue. Il est peu probable qu'ils aient été autre chose que des hordes sauvages de chasseurs aventureux. Voir Bertrand Thomas dans son ouvrage The Arabs 1937 et voir également D.T. Potts dans Elamet and the Cassettes in the Persian Gulf pour la référence. Parmi ces hordes blanches figuraient les Cassites, probablement originaires de la région des monts Zagros en Iran. Ils envahirent l'Arabie depuis le nord et colonisèrent l'Arabie orientale pendant environ un siècle et demi, du XVe au XIIIe siècle avant notre ère. Comme le raconte François Lenormand, les Arabes couchites originels absorbèrent ces envahisseurs grossiers et blancs, qu'ils appellent les Gektanides. Ces derniers finirent toutefois par remporter la victoire sur les Couchites d'Arabie. Ces tribus blanches s'installèrent parmi les Arabes noirs originels, apprirent leur langue et leur culture et devinrent arabisés. Entre parenthèses, Musta'riba. Tout en modifiant également la composition génétique et culturelle des peuples qu'elles gouvernaient.
Les références de cette page précisent notamment les travaux consacrés aux Kassites, à leur présence dans le golfe Persique et à leur implantation à Dilmun. François Lenormand est également cité pour son étude de l'histoire ancienne des Phéniciens, ainsi que Cheikh Anta Diop concernant l'origine africaine de la civilisation. La page renvoie enfin aux travaux de Gus W. Van Beek sur les civilisations des Arabes Mustariba. Chapitre 4. Afrabi et les Sémites noirs. At-Tabari, mort en 923, célèbre historien musulman et exégète coranique, rapporte dans son Tariq ar-Rusul wal-Muluk, histoire des messagers et des rois, ce qui suit selon l'autorité de Abdullah bin Abbas, cousin du prophète Muhammad d'Arabie. Les enfants de Sam, Shem, entre parenthèses, s'établirent au centre de la terre, entre Saadidma et la mer et entre le Yémen et la Syrie. Allah fit sortir d'eux les prophètes, leur révéla les livres, les rendit beaux, leur donna un teint noir et donna également à certains d'entre eux un teint noir avec une nuance brun clair. Les enfants de Ham s'établirent au sud. Allah leur donna un teint noir et donna à certains d'entre eux un teint noir avec une nuance brun clair. Les enfants de Japhet s'établirent à Safoun vers le nord. Ils ont la peau claire et très claire. Il apparaît assez clairement que les Sémites, tout comme les soi-disant Hamites, étaient à l'origine un peuple noir. Sémitique est correctement une désignation linguistique et non raciale. Le terme désigne les locuteurs natifs de l'une des nombreuses langues sémitiques vivantes ou mortes. Mais l'observation de Dana Reynolds est ici essentielle. Je cite. Les tribus indigènes ou noires d'Arabie étaient celles qui, dans l'Antiquité, avaient migré depuis l'Afrique et furent les premiers diffuseurs et propagateurs des dialectes sémitiques. Fin de citation. La famille des langues sémitiques, dont l'arabe est aujourd'hui la plus répandue, constitue une branche d'un phylum linguistique plus vaste appelé afro-asiatique. Celui-ci comprend les familles sémitiques, égyptiennes anciennes, berbères, couchitiques, omotiques, tchadiques. Alors que certains chercheurs soutiennent que l'afro-asiatique serait originaire d'Asie, la plupart des linguistes acceptent désormais qu'il soit originaire d'Afrique, où résident encore 5 des 6 branches généralement reconnues.
Voir Reynolds dans African Heritage, page 105. Concernant la branche sémitique, en particulier, plusieurs chercheurs avancent une origine africaine de cette famille linguistique et de ses locuteurs. Le célèbre linguiste russe Igor M. Diakonov soutenait que l'origine de la famille afro-asiatique, y compris des langues sémitiques, se trouvait dans la partie nord-ouest de l'actuelle République du Soudan. Les Sémites auraient été un groupe d'Africains de l'Est qui se seraient séparés du stock proto-afro-asiatique en Afrique et auraient migré vers la Syrie, Palestine, au 9e, 8e millénaire avant notre ère. Plus tard, Diakonov modifia sa position, tout en maintenant que l'Afrique du Nord constituait l'origine de la famille afro-asiatique en général. Il déplaça l'origine de la langue proto-sémitique vers la région située entre le delta du Nil et la Palestine. Selon cette hypothèse, un groupe se serait séparé du stock afro-asiatique ancestral, aurait migré vers la région du Levant, puis serait devenu sémitisé, si l'on peut dire. Diakonov cite les vestiges archéologiques et architecturaux de la culture de Jéricho en Palestine, datant des 8e, 7e millénaires avant notre ère, comme faisant partie de cette première culture sémitique commune. La page rassemble les références scientifiques concernant l'origine africaine ou asiatique de la famille afro-asiatique. Sont notamment cités John Wegnegar, Christopher Heret, C.O.Y. Keita, Paul Newman, Carlton T. Hodge, M. Lionel Bender, Joseph Greenberg et Daniel P. McCall. George A. Burton avait déjà parlé de l'origine africaine et de la terre d'origine arabe des Sémites, suggérant que la proto-langue afro-asiatique, ou selon l'ancien terme amito-sémitique, était originaire d'Afrique, d'où un groupe aurait migré vers l'Arabie pour former les langues sémitiques. Le dernier mot sur cette question est probablement celui de Peter Bellwood de l'Australian National University, qui cite « Le proto-sémitique est sans aucun doute d'origine levantine ». Fin de citation. Autrement dit, un groupe de locuteurs africains afro-asiatiques aurait migré vers le nord-est en direction du Levant et y aurait fait évoluer la langue proto-sémitique peut-être dès le 8e millénaire avant notre ère. Il convient également de noter que les populations du Levant, depuis les Natoufiens du 11e millénaire avant notre ère jusqu'aux Couchites de Transjordanie du 2e millénaire, étaient des peuples noirs du type allongé. George A. Burton écrit, je cite, « Comme bon nombre des phénomènes linguistiques que les Hamites et les Sémites possèdent en commun apparaissent dans les langues hamitiques,
sous une forme plus primitive que dans les langues sémitiques. La seule théorie qui satisfasse au fait est que la race hamito-sémitique est originaire d'Afrique du Nord et de la région du Sahara, et qu'à une époque très ancienne, disons vers 10 000 à 8 000 avant notre ère, ou plutôt une partie de ce stock migra vers l'Arabie, probablement l'Arabie méridionale, par les détroits de Bab el-Mandeb, où elle se répandit dans toute la péninsule au cours des millénaires suivants. À mesure que l'Arabie subissait la désertification comme l'Afrique du Nord, ces populations furent progressivement contraintes de migrer dans différentes directions à la recherche de moyens de subsistance. C'est sous cette pression que, par migration et mélange avec d'autres races, se formèrent les différentes nations sémitiques de l'histoire autres que les Arabes. Fin de citation. Les Natoufiens de Palestine constituent un autre élément important de cette discussion. Les travaux de Margherita Musi, Sir Arthur Kate, F. G. Loss à Belfer Cohen, L. A. Shepard et B. Aronsberg sont cités concernant les populations natoufiennes et leur morphologie. Les anciens Égyptiens eux-mêmes représentaient les populations syro-palestiniennes comme ayant, je cite, les cheveux sombres, le teint brun et des traits sémitiques. Ces populations n'étaient pas des nomades errants. Le lexique proto-sémitique ne décrit pas nécessairement un groupe nomade, mais suggère plutôt un mode de vie sédentaire. Les langues sémitiques, après avoir évolué en Afrabie, pénétrèrent de nouveau en Afrique proprement dite. Les langues sémitiques sont parlées en Éthiopie depuis au moins 4000 ans. Et, je cite, la plupart des linguistes s'accordent à dire que le proto-éthiopien est né du contact entre un groupe de sémites méridionaux qui s'établit sur le plateau du Tigré et les populations couchitiques locales. Voir George Aaron Barton dans Semitic and Hamitic Regions Social and Religious pour la référence. Bien qu'il soit excessif de dire, comme le fit W. F. Albright en 1918, que l'égyptien ancien est une langue sémitique, il est certainement établi que la relation génétique entre l'Égypte et le sémitique est solidement démontrée. Les correspondances phonologiques et sémantiques régulières entre les systèmes morphologiques de l'égyptien et du sémitique démontrant clairement que ces deux familles linguistiques sont apparentées. Les références de cette page documentant les travaux de Witold Tylock, Philippe Curtin, Steve Feyerman, Leonard Thompson, Jan Van Sina, Grover Hudson, Reynold, Rodolfo Fatovic, R. L. Zorn et E. Uhlendorf sur les relations entre les langues sémitiques, l'Afrique, l'Éthiopie et l'Afrabie. Les travaux linguistiques cités ici soulignant notamment que les groupes linguistiques connus sous les noms de sémitiques égyptiens, tchadiques et berbères sont génétiquement apparentés et dérivant d'une langue proto-commune.
Le texte passe ensuite à chapitre 4, l'arabe, langue des Sémites noirs. Selon la tradition musulmane, les anciens peuples d'Afrabi se composaient à l'origine de 12 tribus. La tribu Ad, tribu Tamoud, tribu Tasm, tribu Imlik, tribu Imim, tribu Jassim, tribu Jorum, tribu Abil, tribu Jadis, tribu Hot, tribu Jatir et tribu Shalliq. Ces tribus constituant les Baïda, c'est-à-dire les Arabes aujourd'hui éteints. Ces tribus furent les premiers à parler arabe et sont donc appelés El-Arab El-Ariba, les véritables Arabes, par opposition aux El-Arab El-Mustariba, les Arabes arabisés, c'est-à-dire les migrants étrangers en Arabie qui apprirent l'arabe seulement après s'être installés parmi les véritables Arabes. Comme le remarquait Al-Tabari, je cite, « Les Arabes appelèrent ces nations les Arabes Ariba, parce que la langue arabe était leur langue originelle, tandis qu'ils appelèrent les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, les Arabes Mustariba, parce qu'ils ne parlèrent les langues de ces peuples qu'après s'être installés parmi eux. » On nous dit que le premier à parler arabe fut Imliq. Le fait que ces Arabes Ariba étaient noirs est, selon l'auteur bien documenté dans les sources arabes et islamiques classiques. Ibn Manzour, mort en 1311, auteur du plus important lexique arabe classique, le Lisan al-Arab, relève l'opinion selon laquelle l'expression Aswad al-Jilda, à la peau noire, signifiait idiomatiquement Khalis al-Arab, les Arabes purs, parce que la couleur de la plupart des Arabes est sombre, entre parenthèses, al-Hudma. En d'autres termes, la noirceur de la peau chez les Arabes était associée à la pureté de l'ethnicité arabe. Les notes historiques précisant les sources concernant les tribus arabes anciennes. Le texte poursuit ensuite le célèbre grammairien du siècle précédent, Muhammad ibn Bari al-Dawi, mort en 1193, notait qu'un Ardar ou arabe à la peau noire était un arabe pur, entre parenthèses, Arabi Mahd, possédant une généalogie pure, parce que les Arabes, décrivant leur couleur comme noir el-Aswad et celle des noms arabes el-Ajam, c'est-à-dire les Perses, comme rouge el-Umra. Enfin, El-Jaïs, dans son Fikr el-Soudan Ahl el-Bidan, en traduction la fierté des Noirs sur les Blancs, déclarait: les Arabes se glorifient de leur couleur noire. Les rabbins juifs des 5e et 6e siècles de notre ère savaient eux aussi, selon le texte, que les Arabes étaient noirs. Rabbi Aqiba, célèbre rabbin du 1er siècle, dont on dit qu'il visita l'Arabie, est présenté dans un texte juif des 5e, 6e siècles, commentant Nombre chapitre 5 verset 19,
Passage consacré à la manière de déterminer si une épouse a commis l'adultère. Le texte juif midrashique Number Rabbah rapporte, je cite, « Le roi des Arabes posa cette question à Rabbi Akiba. Je suis noir et ma femme est noire. Pourtant, elle a donné naissance à un fils blanc. Dois-je la tuer parce qu'elle m'aurait trompé en couchant avec moi ?» Comme le remarque Jeanne Resto, bien que ce midrash soit probablement entièrement légendaire, il donne néanmoins un aperçu de l'ethnographie arabe ou de la manière dont les rédacteurs des 5e, 6e siècles percevaient l'ethnographie de l'Arabie à leur époque. Le Targum Shir HaShirim, commentant le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. « Je suis noir, mes belles filles de Jérusalem, noires comme les tentes de Kédar », poursuit également cette association entre les Arabes et la noirceur. Lorsque le peuple de la maison d'Israël fabriqua le veau, leurs visages devinrent noirs comme ceux des fils de Couch qui habitant dans les tentes de Kédar. Kédar était une tribu arabe noire décrite comme la tribu arabe la plus puissante de Syrie et du nord de l'Arabie qui combattit les Assyriens au 7e siècle avant notre ère. Ici, Kédar est identifié à Couch. Cette tribu n'était plus active à l'époque des rédacteurs des 5e et 6e siècles de notre ère, mais sa mémoire en tant que peuple noir semble être restée vivante et avoir été transférée aux Arabes noirs contemporains de cette époque. Comme le souligne Resto, je cite, « La noirceur du roi arabe est due à son habitation dans le pays de Kédar, dont les habitants sont noirs selon le Cantique des Cantiques. L'Arabie de Rabbi Akiba est donc identique à celle de Kédar qui correspondrait à la région située entre l'Égypte et la Palestine. » Fin de citation. Ainsi, au cours du siècle environ qui précéda l'apparition du prophète Mohammed à la Mecque, les Arabes étaient encore connus comme étant noirs. Il faut se rappeler que cette même région, entre l'Égypte et la Palestine, est celle que Diakonoff identifia comme le lieu d'origine des langues sémitiques. Jusqu'au XXIe siècle, des Arabes noirs étaient encore signalés, même si les invasions, les migrations, l'esclavage et les mélanges de populations avaient profondément modifié le teint de la péninsule. Le texte précise également que la racine verbale KDR signifie être sombre. Marvin Popp explique que cette racine porte elle-même l'idée d'obscurité. Kédar est également rapproché d'une racine arabe dont dérive Akhdar, terme pouvant désigner une teinte noirâtre ou un teint sombre. Mohammad Sadiq Bey, photographe turc qui se rendit à Médine en 1861, remarqua que malgré la présence de Médinois à la peau claire, presque blanche, la population était essentiellement d'un teint sombre
presque noir. John Lewis Burckhardt, voyageur suisse et orientaliste, décrivit lui aussi dans ses Travels in Arabia les Arabes qu'il rencontra comme, je cite, des hommes très grands et presque noirs. Lorsque l'aventurier et anthropologue Austin Henry Layard rencontra à Hébron un cheikh arabe, il nota que son teint était, je cite, à peine moins sombre que celui d'un nègre. Le texte affirme ensuite que la noirceur originelle des Arabes est également soutenue par l'étymologie. J.A. Lauder soutient en 1971 que la racine sémitique commune RB, dont provient le terme arabe signifiait principalement obscurité. Il se demanda donc si el-Arab, les Arabes, ne signifiait pas réellement le peuple sombre. Lauder eut toutefois des difficultés à concilier cette étymologie sémitique avec sa connaissance limitée de l'étymologie arabe. Il écrivit, je cite, « Mais tous les Arabes ne sont pas et n'étaient pas d'un teint remarquablement sombre, et cette explication ne paraît donc pas séduisante. Quoi qu'il en soit, le mot signifie sombre. » Le texte conclut que, puisque les Arabes originels étaient sombres, l'intuition étymologique de Lauder se trouve confirmée. Les références de cette page, concernant notamment les travaux de Tariq Berry, Reynolds, John D. St. George, John Lewis Burckhardt, Austin Henry Layard et J.A. Lauder sur les Arabes noirs, les témoignages historiques concernant leur apparence, l'étymologie du terme arabe, la notion de noirceur dans la racine sémitique. John Resto est également cité pour sa discussion de l'étymologie du terme arabe. Le texte reprend ensuite son argument principal. Ce sont ces Arabes noirs, descendants des Afrabéens couchites originels, qui sont présentés comme les locuteurs originels de la langue arabe. Le professeur émérite de l'Université du Michigan, George Mandenol, l'un des spécialistes majeurs du Proche-Orient et des langues du Proche-Orient, affirme, je cite, « L'arabe ne pouvait pas être un don du prophète Mohammed, comme le prétendent certains religieux musulmans, puisque ses origines remontent au début de l'âge du bronze, soit plus de 3000 ans avant Muhammad. » Observant que les premiers segments de l'hébreu biblique, présentant généralement le plus fort pourcentage de cognac arabe, Mandenhall affirme que plus nous remontons dans le temps, plus l'hébreu se rapproche de l'arabe. Cela renforce l'opinion de Goedge, selon laquelle, je cite, « De toutes les langues sémitiques, l'arabe se rapproche le plus de la langue mère originelle. » Mandenhall a identifié le, je cite, « premier groupe social arabophone identifiable » comme étant les Madianites
une importante entité politique apparue soudainement au XIIIe siècle avant notre ère dans le nord-ouest de l'Arabie. Comme étant les Madianites une importante entité politique apparue soudainement au XIIIe siècle avant notre ère dans le nord-ouest de l'Arabie. Une culture hautement sophistiquée parlait une langue qui constituait un ancêtre archaïque de l'arabe moderne. Les références de cette page précisant les sources de la déclaration de George Mandel Hull et des recherches sur l'histoire linguistique de l'arabe. Le texte rappelle également que les spécialistes sémitisants du XXIe et du début du XXe siècle identifiaient largement l'arabe au proto-sémitique en raison de son évolution extrêmement conservatrice. Hitti, H-I-2-T-I, estimait ainsi que, bien que l'arabe soit le plus jeune des groupes sémitiques du point de vue littéraire, il avait conservé davantage de caractéristiques de la langue sémitique mère que l'hébreu et les autres langues apparentées. Cette position doit cependant être modifiée à la lumière des données plus récentes. L'arabe est effectivement extrêmement conservateur du point de vue de sa phonétique et de ses modèles dérivationnels. Il semble avoir conservé presque tout l'ensemble phonétique originel du sud-arabique et de l'ougaritique. Ainsi, pour établir le catalogue le plus complet possible du lexique proto-sémitique, il demeure pertinent de commencer par le dictionnaire arabe. Du point de vue de l'histoire sémantique, toutefois, l'arabe est assez novateur en raison de l'immense étendue géographique parcourue et des cultures absorbées durant la période de l'Empire islamique. Les Madianites parlaient donc une langue qui constitue un ancêtre archaïque de l'arabe moderne. Ceci est particulièrement important parce que, comme l'affirme David Goldenberg, je cite, « Cush est l'ancien nom de Madian ». Ces Madianites, premier groupe social arabophone identifiable, sont documentés comme une tribu couchite ou arabe noire.